Je suis venu te dire que je m'en vais. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Même si je n'emmène pas large pour vous raconter cet épisode dans lequel, une fois de plus, j'étais enceinte d'un homme qui n'était pas le bon. Après l'annonce de ma grossesse par notre médecin de famille, je sortis du cabinet totalement hébétée et hagarde, n'arrivant même pas à imaginer toutes les conséquences de cette situation. Une seule nuit d'égarement avec Sergueï et tout mon avenir avec Archie était remis en cause. Je me haïssais de m'être laissée aller à l'ivresse et je pressentais que les dégâts causés par mon nouvel état seraient probablement irréversibles vis-à-vis de l'homme que j'aimais. En effet, lorsque j'avais rencontré Archie pour la première fois à Londres, j'étais mariée à Max et déjà maman de ma petite Flora. À la mort de mon adorable mari, nous aurions pu nous retrouver, mais ma faiblesse coutumière m'avait entraînée dans une nuit de débauche avec Marmaduke, et elle avait donné naissance à mon incroyable petit Rocky, ce qui avait déjà passablement refroidi mon bien-aimé. Alors si maintenant qu'il me croyait entièrement à lui et qu'il avait annulé son mariage pour me revenir, je lui annonçais que j'étais de nouveau enceinte d'un autre, je n'osais imaginer quelle serait sa réaction. Ou plutôt, je l'imaginais parfaitement, et je savais pertinemment que son orgueil écossais n'accepterait jamais cette situation. Je rentrai donc au château défaite et retenant mes larmes du mieux que je pouvais. La première personne que je croisai fut Marie-Antoinette, qui partait chercher Flora et Rocky à l'école pour les ramener déjeuner. Alors là, malgré mon chagrin, je suis obligée de faire une petite parenthèse pour ceux qui seraient étonnés que Rocky aille déjà à l'école à 2 ans et demi. J'ai déjà expliqué à quel point ce bambin chéri était hors du commun, de par son intelligence et sa maturité. Eh bien, lorsqu'il eut 2 ans, il se mit à piquer de telles crises de colère quand Flora, sa grande sœur de 6 ans, partait à l'école, que nous crûmes d'abord qu'il était désespéré de la voir s'en aller. Mais après une des colères les plus impressionnantes, il finit par dire de sa voix de stentor « Rocky, école! Rocky, école !» Inutile de vous dire que je dus déployer des trésors d'inventivité et de diplomatie auprès de l'instituteur afin qu'il accepte que Rocky assiste à la classe au fond de la salle. Comme le dit instituteur chanté dans notre chorale, je dus même lui promettre de lui faire un plus grand rôle dans la comédie musicale que j'écrivais s'il consentait à laisser mon petit bébé, pas comme les autres, assister à la classe. Il accepta à contre-cœur, mais il me dit toutefois, en regardant Rocky dans les yeux, qu'il ne tolérerait aucun gazouillis ou cri intempestif et qu'au moindre écart de conduite, oh mon Dieu, il en parlait comme d'un prisonnier, il renverrait cet enfant chez lui. Cependant, il n'eut jamais à en arriver à cette extrémité, car je dois dire que depuis 6 mois, mon petit bout de chou était absolument exemplaire. L'instituteur n'en revenait pas. Rocky restait assis toute la matinée sur une petite chaise ou par terre au gré de ses envies, mais il ne ratait pas une miette de ce que disait le professeur, hochant la tête doctement la plupart du temps, ou au contraire s'insurgeant, et toujours en silence, en fronçant les sourcils et en joignant les mains vers le ciel, comme si une énorme ineptie avait été prononcée. Lorsque Marie-Antoinette ou moi le récupérions à l'heure du déjeuner et que nous lui demandions comment s'était passée l'école, il répondait invariablement « correct », puis il mettait son pouce dans sa bouche et piquait un petit roupillon dans la voiture sur le trajet du retour au château. C'était donc Marie-Antoinette s'apprêtant à aller chercher les enfants à l'école comme d'habitude que je croisais en rentrant désespérée de chez le médecin. Cette femme adorable, avant de s'occuper de mes enfants, m'avait élevée depuis ma naissance et elle comprit donc immédiatement en me voyant qu'il se passait quelque chose de grave. Elle me prit dans ses bras et je fondis en larmes en lui racontant tout, depuis ma nuit d'ivresse avec Sergueï à Venise, dont je n'avais aucun souvenir, jusqu'à la décision d'Archie de finalement renoncer à son mariage pensant que j'étais libre et ne voulant pas passer à côté de la femme de sa vie. Bien que ne voulant pas arriver en retard à l'école, cette Normande, aux 2 pieds fermement ancrés dans le sol, prit le temps de me dire « Eh ben ma fille, pour avoir le feu aux fesses, tu as le feu aux fesses. » Merci Marie-Antoinette, je le savais déjà. Mais en même temps, tu nous fais de beaux enfants à chaque fois et les enfants, c'est la vie et la joie. Et ce petit pitchoun, je l'aime déjà. Alors que le père soit russe, italien ou chinois, oh saperlotte, si elle avait su que cette dernière prédiction se réaliserait quelques années plus tard. Bref, quel que soit le père, tu vas lui faire une belle vie à ce petit. Et si ton Archie t'aime vraiment, il finira par te pardonner. Là aussi, sa prédiction se vérifierait, mais je sentais bien que beaucoup d'eau devrait couler sous les ponts auparavant. Sur ce, elle me quitta et me dit en se retournant « Je pense qu'il faut que tu passes un coup de téléphone au Ruskov et à l'Écossais. Ce sont quand même les 2 premiers concernés. » Oh là là, mais quelle horreur! Non seulement j'étais dans une situation impossible, mais il allait falloir que je m'explique, et ça, je détestais le faire. Je m'embrouillais toujours, je finissais systématiquement par dire le contraire de ce que je voulais. Je décidai donc de mettre par écrit ce que je voulais dire à Sergueï et à Archie afin de leur présenter les choses sous le meilleur jour, même si je ne voyais précisément aucun meilleur jour en vue. Je n'étais définitivement pas amoureuse de Sergueï et un 3e mariage pour sauver les apparences, comme je l'avais fait avec Marmaduke pour Rocky, me semblait impensable après l'échec du précédent. En revanche, j'espérais que Sergueï prendrait sa part de responsabilité. Après tout, cette nuit-là, j'étais dans un état second et je ne l'avais tout de même pas violé, et qu'il assumerait au moins son rôle de père à défaut de celui de mari. Il me semblait donc que c'était lui que je devais prévenir en premier.
Tremblotante, j'allais donc dans le bureau pour l'appeler dans son palais vénitien, espérant lâchement qu'il serait en voyage et que j'aurais plus de temps devant moi pour lui apprendre la nouvelle. Hélas, l'opératrice téléphonique réussit pour une fois à établir rapidement la communication. Et quelques secondes plus tard, c'est un Sergueï enchanté de m'entendre qui décrochait le combiné. Avant que j'aie pu en venir au sujet délicat, il me dit qu'il était justement sur le point de téléphoner au château, car il voulait précisément venir nous rendre visite dans quelques jours. Il avait une chose importante à m'annoncer. Ah bon, lui aussi. Et il devait aussi me remercier de vive voix pour avoir changé sa vie. Je ne savais absolument pas de quoi il parlait, mais à propos de changement de vie, le beau Sergueï allait vite savoir ce que ça voulait réellement dire quand je lui aurais annoncé qu'il allait être papa. Je n'eus toutefois pas le temps de lui dire, car il m'annonça qu'il devait absolument filer un rendez-vous, mais qu'il arriverait au château dans 3 jours avec une surprise. Et il raccrocha en m'embrassant. Une surprise. Eh bien, moi aussi, j'en avais une petite pour lui de surprise. Quoi qu'il en soit, je ne pourrais rien lui dire avant son arrivée, et après tout, c'était sans doute mieux d'annoncer ce genre de nouvelles, en face à face plutôt qu'au téléphone. Il me restait donc à prévenir mon Archie, et là, le courage me manquait totalement, tant je craignais la fin irrémédiable de son amour pour moi. Il ne m'avait donné pour le joindre qu'un seul numéro de téléphone, qui était celui de l'aérodrome duquel il partait tous les jours d'entraînement avec les autres pilotes. Le reste du temps, il était envoyé en mission et était injoignable. Je réussis avec difficulté à voir l'aérodrome et l'instructeur qui me répondit avec un accent écossais à couper au couteau me fit comprendre qu'Archie était précisément en mission à l'étranger et qu'il ne rentrerait pas avant plusieurs jours, mais il lui laisserait sans faute un message lui demandant de me rappeler. J'étais obligée de hurler dans le téléphone tant la communication était mauvaise, et j'étais soulagée de ne pas avoir eu à parler à Archie dans de telles conditions. Je ne me voyais pas lui raconter en hurlant dans l'appareil que j'en avais une bien bonne à lui raconter et que finalement, j'étais enceinte d'un cousin russe. Bref, il ne me restait donc qu'à attendre qu'il me rappelle en me morfondant. Je passais donc tout le reste de la journée prostrée dans le bureau, envisageant toutes les réactions possibles de la part des 2 hommes impliqués dans cette histoire. Dans la soirée, je demandais à ma mère et à ma grand-mère de me rejoindre dans le bureau et d'un air contrit, je leur annonçai la nouvelle. Elles furent d'abord totalement abasourdies de mon aventure avec Sergueï, puis sidérées que je sois enceinte, et enfin désolées pour mon histoire d'amour avec Archie. Toutefois, au bout de quelques minutes, elles furent surtout extrêmement heureuses de la venue d'un nouvel enfant au château. Et comme Marie-Antoinette, elles me dirent que qui que soit son père, cet enfant recevrait des tonnes d'amour de la part de nous tous et que c'est le principal. En les entendant, je me mis à mon tour à penser à ce petit être qui grandissait en moi. Et je fus tout à coup submergée par une vague d'amour et d'élan vital qui me ramena sur terre et me fit enfin entrevoir un bout de ciel bleu. Les 2 jours qui suivirent, je fus donc plus tranquille et j'en vins même à appréhender l'arrivée de Sergueï et le coup de téléphone d'Archie, peut-être pas avec sérénité, mais plutôt avec fatalité, me disant que de toute façon, maintenant que l'enfant était là, il fallait en assumer les conséquences. Nous entendîmes, 3 jours après l'annonce de ma grossesse, un klaxon d'automobile devant le perron, et nous vîmes Sergueï, plus beau que jamais, sortir d'une hispano-suiza rutilante. Je m'avançai pour l'accueillir, lorsque la portière du passager s'ouvrit et que descendit le jeune Fabio, le garçon qui servait de modèle pour les photos que Sergueï faisait pour présenter les vêtements de Mario Fortuny. C'était le jeune homme que j'avais pris pour l'amant de mon cousin avant que ce dernier ne me dise qu'il n'était absolument pas homosexuel. Sans doute Sergueï avait-il amené Fabio avec lui pour faire des photos dans un cadre autre que la ville de Venise. Je n'avais rien contre ce jeune homme, mais franchement sa présence tombait mal, car ce que j'avais à annoncer à Sergueï était vraiment très personnel et j'allais devoir demander à Fabio de nous laisser en tête-à-tête. Ma grand-mère, Igor et maman accueillirent aussi les 2 hommes, et Épiphanie, voulant me laisser seule avec Sergueï, proposa à Fabio de lui faire visiter le parc avant le déjeuner. Ce dernier accepta avec plaisir et prit avec élégance le bras de ma grand-mère. Sergueï m'entraîna immédiatement dans la véranda. Il semblait terriblement excité et impatient et me dit qu'il n'en pouvait plus de se taire et qu'il devait absolument me parler. Oh non, j'espérais qu'il n'allait pas m'annoncer qu'il avait réalisé qu'il était amoureux de moi. Je voulus lui couper la parole pour lui dire que moi aussi j'avais quelque chose de très important à lui annoncer, mais il ne m'en laissa pas le temps. Il me dit qu'après notre départ de Venise, il avait repensé à notre nuit d'amour. Aïe, voilà ce que je craignais. Il me demanda si je n'en avais vraiment aucun souvenir. J'allais lui répondre que mon cerveau non, mais que mon ventre, lui, en avait un petit souvenir. Toutefois, je sentais qu'il avait vraiment besoin de parler. Je lui répondis donc que je ne me souvenais de rien. Eh bien, me dit-il d'un air un peu gêné, tu étais très belle et très désirable, Zena. Et voilà, c'était sûr, il allait me faire une déclaration. Et pourtant, continua-t-il, je n'ai pas été à l'aise charnellement avec toi et ça s'est passé vraiment très rapidement. Oui, enfin, ça avait quand même duré suffisamment pour que la petite graine fasse son chemin. Il reprit. Et lorsque le lendemain tu m'as dit que tu étais persuadé que j'aimais les hommes et que je me suis insurgée, je pense que je n'étais pas honnête avec moi-même. Et après votre départ à tous, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé qu'effectivement je n'étais guère attirée par les femmes et que les quelques relations que j'avais eues ne m'avaient jamais comblée. J'ai repensé aussi à ce que tu m'avais dit sur Fabio et sur le fait que tu croyais que c'était mon amant.
Et tout à coup, je me suis aperçue que tu avais raison. J'étais en fait, sans me l'avouer, très attirée par lui, et même amoureux. Ça m'a fait comme une décharge électrique, comme si un voile se déchirait devant mes yeux. J'ai couru chez Fabio et je me suis jetée à l'eau en lui avouant mes sentiments, pensant qu'il allait me mettre dehors, mais il m'a répondu à son tour que lui aussi était amoureux de moi, mais qu'il n'aurait jamais osé me le dire. Depuis ce jour, Zéna, nous ne sommes plus quittés, c'est l'amour fou et tout ça, c'est grâce à toi et je voulais t'en remercier du fond du cœur. Demande-moi ce que tu veux, rien ne sera assez beau pour te remercier de mon bonheur. Bon, ça faisait beaucoup quand même, et il me fallut quelques minutes pour digérer ce que je venais d'entendre. En résumé, mon enfant aurait une mère, un père et un oncle-tante, sans jeu de mots déplacé. Heureusement que dans la famille, nous étions ouverts d'esprit, car cette situation n'était quand même pas monnaie courante à l'époque. Sergueï, après ses aveux, affichait le sourire radieux de l'homme comblé que rien ne peut troubler. C'est pourquoi, lorsque je lui eus annoncé que malgré sa petite performance au lit, un jeune héritier allait pointer dans quelques mois le bout de son nez, le sourire se fissura quelque peu avant de laisser la place à une grimace horrifiée. Ce fut le moment que choisit ma grand-mère pour appliquer avec Fabio, et au même instant, maman arrivait pour nous prévenir que le déjeuner était prêt. Je pris quelques secondes de réflexion, puis je me dis qu'il valait mieux tout déballer d'un coup plutôt que d'y aller par petites doses. J'annonçai donc à maman et Épiphanie que Sergueï était en quelque sorte fiancé à Fabio, et je dis à ce dernier qu'il allait bientôt être tata du fils de son amant. Puis, légèrement épuisé par toutes ces émotions, je laissai tout ce beau monde la bouche ouverte et je sortis prendre l'air dans le jardin. Et c'est à ce moment-là, qu'en levant la tête, je vis dans le ciel un avion qui tournoyait autour de moi et que j'entendis une voix, hélas si familière, qui me criait depuis l'engin volant. « Youhou, Zeyna, mon amour, j'arrive, tu me manquais trop !» Alors là, une seule issue possible pour échapper à ce vaudeville digne d'un théâtre de boulevard, l'évanouissement. Et à mon plus grand soulagement, c'est ce que je fis. Je tombai dans les pommes. « Oui, Archie. Oui, mais enfin, arrêtez d'hurler comme ça, il y a prescription depuis tout ce temps-là. » Oh. Bon, c'est vrai que je ne suis pas fière de moi, mais enfin, j'étais ivre tout de même. Allez, je vais essayer de le calmer. Je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Oh. Give me all that.